Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des Rêves. Ce soir, je vous invite à une nouvelle croisière spatiale sur une planète qu'on n'a pas encore explorée, Saturne. On va parcourir les centaines de millions de kilomètres qui nous séparent de Saturne et on visitera ses anneaux, certains de ses satellites, les principaux, y compris le plus grand d'entre eux, Titan, et enfin la planète elle-même. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, et si vous vous endormez pendant notre petit voyage spatial, vous pourrez toujours revenir une autre fois. On va parler de beaucoup de choses dans l'heure qui vient, et comme dans chaque épisode, il y a de quoi vous intéresser plusieurs soirs. Merci, avant de commencer, de laisser une évaluation positive ou un commentaire ou de vous abonner. Ça aide ce programme à être promu par les algorithmes. Et maintenant, partons dans l'espace. Saturne nous attend. Déjà, quelle distance nous sépare de Saturne? Comme je vous l'ai dit en visitant d'autres planètes, la réponse est toujours « ça dépend ». Ça dépend où sont la Terre et Saturne sur leurs orbites respectives. Si elles sont de part et d'autre du Soleil, la distance va être plus grande que si elles sont alignées du même côté. Alors quand elles sont du même côté, la distance minimale, c'est 1,2 milliard de kilomètres. Ou, autrement dit, 7 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance du Soleil à la Terre. La Terre est à une unité astronomique, par définition, et Saturne environ 10 fois plus loin du Soleil. Environ parce que les orbites ne sont pas des cercles parfaits, elles sont légèrement elliptiques, c'est-à-dire de forme ovale. Donc la distance entre les planètes et le Soleil n'est pas constante, elle varie un peu en fonction de là où est la planète sur son orbite. Dit autrement, si on observait la Terre depuis Saturne, notre planète aurait l'air très proche du Soleil. Et encore une autre façon de dire la même chose, c'est que si on voyageait à la vitesse de la lumière, il nous faudrait autour d'1 heure pour arriver sur Saturne, depuis la Terre. Et entre-temps, on croiserait les orbites de Mars et de Jupiter. On va aller encore plus vite que ça ce soir, en voyageant par la pensée, et arriver sur Saturne dans quelques minutes. Mais alors qu'on quitte maintenant la Terre et qu'on accélère, parlons un peu de ce qu'on va trouver en arrivant sur place. Comme vous le savez sans doute, Saturne est un type de planète qu'on appelle une géante gazeuse, comme Jupiter, et c'est la deuxième plus grande du système solaire, après Jupiter. Les planètes de gaz n'ont pas de surface solide, comme les planètes rocheuses. Elles sont faites de couches de gaz de plus en plus denses. Et on pense qu'en leur centre, il y a probablement un noyau métallique et rocheux, autour duquel le gaz s'est accumulé, agrégé pendant leur formation. Les planètes gazeuses sont maintenues par la gravitation. Leur propre masse maintient le gaz en un ensemble cohérent. Et à l'intérieur, elles sont très denses, plus denses que des planètes rocheuses, parce que leur masse, beaucoup plus grande, écrase le gaz dans des états qui n'existent pas naturellement sur Terre, à cause de l'énorme pression. Donc elles n'ont rien de fragile ou de nuageux, comme le terme de planète gazeuse pourrait le laisser penser. On pense que les planètes gazeuses ne peuvent pas être petites,
comme le sont les planètes rocheuses, comme Mars ou la Terre, parce qu'il faut une certaine masse et une certaine taille pour qu'elles gardent leur cohésion. Mais une hypothèse qui paraît raisonnable, c'est aussi que les planètes rocheuses et gazeuses auraient des origines similaires. Elles commenceraient à se former à partir d'un noyau solide qui apparaîtrait par agrégation d'astéroïdes et de poussière autour d'une étoile en formation. Et ce corps, ce planétoïde, croîtrait en absorbant les corps plus petits situés sur son orbite ou à proximité, au cours de millions et de millions d'années. Il pourrait aussi absorber, après des collisions, les astéroïdes qui voyagent à travers le système stellaire. On pense que c'est de cette manière que la Terre, Mars ou Vénus se sont formés. Mais sur les orbites de Jupiter ou Saturne, qui sont plus loin du Soleil, il y aurait eu, en plus de ces corps solides, beaucoup de gaz, surtout de l'hydrogène, et dans une moindre mesure de l'hélium, restés à la périphérie du système solaire, parce que trop loin du Soleil pour qu'il les absorbe. Et ce seraient ces gaz, cette matière, que Jupiter et Saturne auraient agrégés, qui auraient formé différentes couches de gaz autour de leur noyau solide. Je vous dis ça au conditionnel, parce qu'il y a un assez large consensus des astrophysiciens sur les grandes lignes de l'histoire du système solaire, sur la formation du Soleil et des planètes. Mais quand on rentre dans des questions plus spécifiques, dans les détails, il y a des variations selon les modèles ou les théories sur ce qui s'est passé il y a des milliards d'années, et évidemment ce sont des théories difficiles à prouver définitivement. Par exemple, si on considère uniquement le système solaire, il apparaît que les planètes rocheuses auraient tendance à se former près de l'étoile. C'est le cas des 4 planètes rocheuses du système solaire. Plus loin, on verrait des géantes gazeuses apparaître, comme Jupiter et Saturne, et encore plus loin, des géantes de glace, comme Uranus et Neptune. On les visitera aussi dans notre prochain voyage spatial. Mais en observant d'autres systèmes stellaires et les exoplanètes découvertes à des années-lumière de notre système, on s'est rendu compte que d'autres placements des planètes étaient possibles. Par exemple, des géantes gazeuses beaucoup plus proches de leur étoile. On appelle ce type de planète Jupiter chaud. Chaud parce qu'à proximité d'une étoile. Alors peut-être qu'elles se sont formées loin de l'étoile et qu'elles ont ensuite changé d'orbite. Donc ça n'invalide pas forcément la théorie selon laquelle elles naissent loin de l'étoile. Mais ça montre qu'il reste des incertitudes ou des débats sur les modèles de formation des planètes. On élaborera plus sur les géantes gazeuses, mais pour le moment, on a dépassé l'orbite de Jupiter, qui est à mi-distance entre la Terre et Saturne Saturne, avec ses énormes anneaux, apparaît de plus en plus grande. La planète est presque aussi grande que Jupiter, même si elle est moins dense. On verra plus tard pourquoi elle arrive presque à la taille de Jupiter, en ayant seulement un tiers de sa masse. Mais avant d'aborder la planète elle-même, on va s'arrêter un peu sur ses satellites, ses lunes. Les lunes de Saturne pourraient être un sujet à elles toutes seules, parce qu'elles ne sont pas aussi célèbres que ses anneaux. Mais Saturne a plus de lunes identifiées que toute autre planète du système solaire. Au total, 146 lunes. Mais ce chiffre de plus de 100 lunes soulève la question de comment on les définit. Techniquement, n'importe quel morceau de roc ou de glace dans les anneaux de Saturne
est un satellite de la planète. Donc si on considère tout ce qui orbite autour de la planète, on peut lui trouver des millions et même des milliards de satellites. Les lunes dont je vais vous parler excluent les anneaux. Ce sont des corps distincts. Et pour être considérées comme des lunes, il faut qu'elles aient été observées sur des orbites récurrentes. Si on abaissait le critère de taille pour définir ce qu'est une lune, on pourrait en trouver des centaines de plus. Mais ce soir, on va s'intéresser aux 4 plus grandes. Déjà Titan, qui est la plus grande, Rhea, la deuxième, Japet, la troisième, et enfin Encelade. Alors commençons par Titan, la plus grande et sans doute la plus célèbre de ces lunes. Titan est très grande. Il y a une seule lune plus grande dans le système solaire, qui est Ganymède, qu'on a visité dans notre voyage précédent sur Jupiter. Pour s'en faire une idée, le diamètre de Titan est de 40% de celui de la Terre, donc sensiblement plus petit que notre planète, mais c'est 50% de plus que notre Lune. En fait, si Titan avait sa propre orbite autour du Soleil, elle serait une autre planète du système solaire, une planète rocheuse, parce qu'elle est plus grande que Mercure. Plus grande, mais elle a seulement 40% de la masse de Mercure. Parce que Mercure est faite de roches et de métal très denses, alors qu'une grande partie de Titan consiste en glace qui est moins dense. Malgré la distance avec la Terre, Titan a été découverte assez tôt, au XVIIe siècle, par un astronome hollandais, Christian Huygens. Elle est à peu près 2 fois plus loin que les lunes de Jupiter découvertes quelques décennies auparavant par Galilée. Mais Titan est grande et surtout assez brillante, avec une atmosphère uniforme de couleur un peu jaune, jaunâtre. Un peu comme Vénus, elle reflète bien la lumière du Soleil, et elle est assez loin de Saturne pour en être distinguée par des télescopes rudimentaires. Mais ensuite, après sa découverte, pendant 350 ans, la connaissance de Titan est restée très limitée, parce que comme pour Vénus, on ne pouvait pas voir sa surface qui était cachée par cette atmosphère épaisse et opaque. Beaucoup de nos connaissances sur Titan, sur sa surface et cette atmosphère, datent d'il y a seulement une vingtaine d'années, de 2004, quand une sonde s'en est approchée. Une sonde appelée Cassini. Il est assez rare pour une lune d'avoir une atmosphère épaisse, dense. Ça ne peut arriver que quand elles sont assez grandes, assez massives, pour que leur gravité retienne cette atmosphère. Et il faut aussi qu'au cours de leur histoire, des milliards d'années, elles ne perdent pas leur atmosphère. Parce qu'une atmosphère peut être perdue à cause d'une collision importante avec un autre corps, ou en passant trop près d'un corps plus grand, d'une planète, qui va l'attirer et la voler. Ou encore l'atmosphère peut être érodée, emportée par le vent solaire, qui est ce flux de radiation et de particules que le Soleil envoie constamment dans toutes les directions. Donc ces conditions sont rarement remplies, et on ne connaît que 2 lunes dans tout le système solaire, sur des dizaines, qui ont une atmosphère significative. Il y a Titan, et l'autre c'est Triton, une lune de Neptune. Dans les 2 cas, elles sont assez grandes, assez loin de leur planète d'attache, et aussi assez loin du Soleil, pour que le vent solaire n'emporte pas leur atmosphère de gaz. À des degrés divers, les autres lunes aussi ont toutes plus ou moins une atmosphère,
mais beaucoup plus ténue, qui a tendance à s'échapper, mais qui subsiste parce qu'il y a un peu de dégazage qui provient de la Lune, que ce soit par volcanisme, ou alors si des matériaux à sa surface, comme des glaces astronomiques, se subliment, c'est-à-dire se transforment en gaz régulièrement, et ça entretient leur atmosphère. Mais en tout cas, ces atmosphères lunaires, très légères, ne sont pas comparables à ce qu'on connaît sur Terre, ou sur Titan et Triton. L'atmosphère de Titan est même un peu plus dense que celle de la Terre. On l'estime à 1,45 fois l'atmosphère terrestre en densité, c'est-à-dire quelque chose qui serait tout à fait supportable pour des êtres humains. C'est la pression qu'on ressent en étant seulement quelques mètres sous l'eau. Maintenant, la pression serait supportable, mais pas les autres conditions à la surface de Titan. L'atmosphère est essentiellement faite d'azote à 97%, et le reste, c'est du méthane et des traces d'hydrogène. Notre propre atmosphère comporte 70% d'azote, mais aussi 20% d'oxygène qu'on peut respirer. Il n'y a pas d'oxygène gazeux à la surface de Titan. Un autre problème, ce serait la température. Elle reçoit seulement 1% du rayonnement solaire que la Terre reçoit. En plus de ça, environ 90% de ce rayonnement, déjà assez faible, est absorbé par l'atmosphère. Et ça en laisse seulement 1/10 qui atteint la surface. Comme sur Terre, l'atmosphère assez dense génère un effet de serre qui retient un peu de chaleur. Mais au total, la température est quand même très froide, environ 94 Kelvin, c'est-à-dire une température négative de 179 degrés Celsius. Une température qui fait geler l'eau instantanément. Sans cet effet de serre, ce serait encore moins. Et encore un autre problème pour des humains à la surface de Titan, ce serait une obscurité qui est constante. Avec 1% du rayonnement solaire qu'on reçoit sur Terre, dont 9/10 ne passe pas l'atmosphère, on est dans le noir complet, ou presque. Alors imaginons qu'on y soit avec une combinaison chauffante, un masque à oxygène et de l'éclairage. Qu'est-ce qu'on verrait à la surface de Titan? On verrait un paysage extraordinaire, à la fois familier par sa géographie, et en même temps par les éléments qu'il compose, par sa chimie, totalement étranger à ce qu'on connaît sur Terre. On pense que Titan a des étendues liquides à sa surface, avec des rivières, des lacs et des mers. Mais au lieu de contenir de l'eau, qui ne pourrait pas être liquide à cause de la température, ils contiennent des hydrocarbures, comme du méthane et de l'éthane à l'état liquide. Titan est, à notre connaissance, le seul endroit du système solaire avec la Terre à avoir ce type d'étendues liquides, qui ont un cycle d'évaporation avec des nuages, des pluies, excepté bien sûr que sur Titan ce n'est pas avec de l'eau, mais des hydrocarbures. En dehors de ce cycle météorologique, des montagnes et des volcans ont aussi été observés sur Titan, mais pas des volcans comme ceux de la Terre. Là, il s'agit de cryovolcans. On en a déjà parlé sur les lunes de Jupiter. Un cryovolcan, un volcan glacé ou froid, connaît des éruptions de gaz et de matériaux volatiles, comme de l'ammoniac, de l'eau ou des hydrocarbures. Ce que les astronomes appellent des glaces. Les glaces astronomiques ne sont pas limitées à l'eau, comme au sens habituel du terme. On pense que ces matériaux proviennent de réservoirs sous la surface, comme la lave sur Terre, mais en bien plus froid
et sans que ce soit des roches. On a aussi observé que la surface de Titan avait l'air assez jeune, c'est-à-dire avec peu d'impact d'astéroïdes, peu de cratères. Pour une part, c'est sans doute lié à son atmosphère. Comme la nôtre, elle élimine les petits astéroïdes par frottement. Mais c'est aussi parce que Titan a une activité géologique. Le matériel éjecté par les cryovolcans depuis l'intérieur de la Lune remplace, renouvelle la surface lentement, sur des millions d'années. Mais ça permet d'éliminer les traces d'impact et de former constamment une nouvelle surface. Une dernière question à propos de Titan, qui a été soulevée par la découverte des conditions à sa surface, c'est de savoir si une vie organique pourrait exister sur cette Lune. À la surface, ça paraît très improbable, à cause de la température. Mais comme pour certaines lunes de Jupiter, comme Europe, il pourrait y avoir des océans liquides sous la surface, sous une épaisse couche de glace. Et dans ces océans, peut-être, les briques, les éléments de base pour l'apparition d'organismes vivants pourraient être réunis. Il n'y a pas de preuve que Titan abrite quelque forme de vie que ce soit. Et si c'était le cas, ce serait une vie dépendante d'autres sources d'énergie que la lumière du Soleil. Comme les organismes sur Terre, qui dépendent des évents hydrothermaux sur les planchers océaniques pour l'énergie et les nutriments de base. Mais théoriquement, c'est possible. De cette façon assez étrange, Titan est le corps du système solaire qui ressemble le plus à la Terre géographiquement, même si c'est avec des matériaux et un climat complètement différents. Et même si la surface de cette lune est constamment plongée dans l'obscurité. À cette distance, même si le Soleil pouvait être aperçu depuis la surface, ce qui n'est pas le cas puisque les couches opaques de la haute atmosphère le cachent. Mais si c'était possible, le Soleil serait seulement une petite lumière très distante dans le ciel, très différente de la grande boule brillante qu'on voit sur Terre. Maintenant, allons jeter un œil à la deuxième plus grande lune de Saturne, Rhea. Rhea est déjà beaucoup plus proche de l'idée qu'on se fait d'une lune. Elle est faite de roc et de glace, et son atmosphère est très ténue. Elle est aussi plus petite que notre lune. Elle a été découverte 20 ans après Titan par un astronome italien, Cassini, d'où le nom de cette mission européenne envoyée pour explorer les lunes de Saturne, la mission Cassini-Huygens. Cassini et Huygens étant deux astronomes découvreurs des premières lunes de Saturne à être identifiées. Rhea n'est pas aussi originale ou remarquable que Titan, mais elle détient quand même un record dans le système solaire. C'est le plus petit corps du système solaire qui se soit transformé en boule à cause d'une situation d'équilibre hydrostatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme vous le savez, les planètes sont rondes, et les lunes aussi, jusqu'à une certaine limite de taille, alors que les corps plus petits peuvent être irréguliers, mais pas les grands corps. On ne connaît aucun exemple de corps de la masse de la Terre, par exemple, qui ne soit pas rond, qui n'adopte pas cette forme de boule. Mais pourquoi ça ? À cause de l'équilibre hydrostatique, qui est un concept qui vient de la mécanique des fluides. Et il est assez facile à comprendre. La matière dont les planètes sont faites, en dessous de leur écorce solide, est visqueuse, fluide. C'est du matériel chaud, de la roche et du métal pour l'essentiel. Cette matière tient ensemble par l'action de la gravité. C'est l'attraction réciproque de toute cette matière qui la maintient en un seul corps. Et cette gravité pousse
elle écrase la matière qui est au centre du corps. Les couches autour de ce centre exercent un poids qui comprime le centre de la boule. Si cette gravité ne rencontrait aucune résistance, alors le corps devrait s'écraser sur lui-même, toujours plus. La masse, la quantité de matière resterait la même, mais le corps deviendrait de plus en plus petit. Ça n'arrive pas parce que la force de gravité en rencontre une autre, en sens opposé, qui est celle qui pousse la matière à s'étendre, à occuper de l'espace. En termes de physique, on appelle ces forces les forces de pression. Et justement, l'équilibre hydrostatique, c'est l'équilibre qui s'installe, qui se trouve entre ces deux forces opposées, la gravité qui compresse et les forces de pression qui dilatent, qui font s'étendre la matière. Chacune arrête l'autre et un état d'équilibre, de repos s'installe. C'est à cause de cet équilibre que les planètes sont rondes. La matière se distribue autour du centre régulièrement pour égaliser les forces. Et ça arrive à tous les objets de grande taille qui ne sont pas complètement solides. Un astéroïde de petite taille ou de taille moyenne n'est pas affecté parce qu'il est entièrement solide. Et comme il n'a pas une pression interne assez forte pour fondre à l'intérieur, comme il ne devient pas visqueux, il ne se met pas en forme de boule. Mais de par leur masse, les planètes et certaines lunes sont sujettes à l'équilibre hydrostatique, et donc elles ne pourraient pas avoir d'autre forme que celle d'une boule. Ces forces de pression et l'équilibre qu'elles forment avec la gravité sont importantes aussi pour les atmosphères d'ailleurs. Par exemple, sur Terre, s'il n'y avait que la gravitation de la Terre qui attire l'atmosphère, alors les gaz de l'atmosphère seraient plaqués à la surface, et l'atmosphère n'aurait pas plusieurs dizaines de kilomètres de hauteur. En fait, elle a un certain volume, et elle forme une couche autour de la Terre, parce que les forces de pression des gaz dont elle est faite poussent en sens opposé, et donnent à l'atmosphère son volume. Inversement, s'il n'y avait pas la gravitation, alors ces gaz de l'atmosphère se dilateraient sans résistance et ils seraient perdus dans l'espace. Donc notre atmosphère aussi est le produit d'un équilibre hydrostatique. Et parfois cet équilibre peut jouer d'une façon un peu contre-intuitive. Vous vous souvenez qu'avant je vous ai dit que Saturne était presque aussi grande que Jupiter, alors qu'elle n'a qu'un tiers de sa masse. Comment c'est possible? Avec 3 fois moins de matière, on pourrait penser qu'elle devrait avoir 3 fois moins de volume. Ça arrive parce que la masse, la quantité de matière et la taille d'un corps ne sont pas forcément proportionnelles et peuvent même varier en direction opposée. Logiquement, on pourrait se dire que si on prend une planète de gaz et qu'on lui ajoute de la matière, elle va devenir plus grosse. Elle va devenir plus massive, ça c'est vrai, elle aura plus de matière, mais ça pourrait en fait diminuer sa taille, parce que ça va augmenter la gravité, et ça va former un nouvel équilibre avec les forces de pression. Équilibre dans lequel la matière pourrait être un peu plus compressée, donnant un objet plus petit, moins volumineux. Et c'est ça qui explique que les tailles de Saturne et Jupiter ne soient pas proportionnelles à leur masse. Donc, pour en revenir à Rhea, son record, si on veut, c'est d'être le plus petit corps du système solaire à passer la limite de masse qui entraîne la formation d'une boule par équilibre hydrostatique. Si elle était juste un tout petit peu moins massive, elle aurait pu être irrégulière, comme un astéroïde. Maintenant, passons à une 3e lune, Japet, Iapetus.
en latin. Comme plusieurs lunes de Saturne, elle tient son nom d'un titan de la mythologie. Japet est proche de Rhéa par la taille et par la composition. Elle a l'air ronde à première vue, mais elle ne l'est pas parfaitement. Elle est juste en dessous de la limite d'équilibre hydrostatique, et ça lui donne des caractéristiques uniques dans le système solaire. Ses pôles sont un peu écrasés, et au niveau de son équateur, elle a comme une protubérance, une surélévation, comme une longue chaîne de montagnes qui ferait le tour de la Lune et qui lui donne l'aspect d'une noix. À l'échelle de Japet, cette chaîne de montagnes est imposante. Elle fait une vingtaine de kilomètres de haut, c'est-à-dire plus de 2 fois l'altitude de l'Everest, sur une lune beaucoup plus petite que la Terre. Pour vous donner une idée, si on rapprochait Japet de la Terre, elle aurait à peu près la taille de l'Australie. On ne sait pas exactement comment s'est formée cette protubérance qui entoure la Lune. Ça pourrait avoir été le résultat de l'effondrement d'anneaux à sa surface, ou des matériaux glacés qui auraient été éjectés de l'intérieur de la Lune. Ou alors c'est un vestige de sa formation, peut-être par une collision très lente de 2 corps de même taille, parce que les cratères à proximité de cette chaîne de montagnes suggèrent qu'elle est très ancienne, presque autant que la Lune elle-même. Un autre mystère de Japet, c'est sa couleur. Elle a une hémisphère sombre et l'autre très claire. La différence de couleur est vraiment marquée, et elle intrigue les astronomes, depuis qu'elle a été observée de près. Là encore, il y a différentes théories. L'une d'entre elles, c'est que Japet pourrait recevoir une pluie de matériaux sur un de ses côtés, en provenance d'une autre lune plus petite de Saturne, Phœbé, ce qui serait l'explication à cette différence de couleur. Pour conclure ce tour des principales lunes de Saturne, on va en visiter une 4e, elle aussi avec une caractéristique unique, Encelade. Encelade est petite, trop petite pour être ronde, et elle a une forme ellipsoïdale, c'est-à-dire celle d'un ballon de rugby. Sa petite taille la rend difficile à voir depuis la Terre, et elle a été découverte en 1789 par un astronome allemand, Herschel, plus d'1 siècle après Titan et Rhéa. Mais Encelade est aussi l'un des corps les plus réfléchissants du système solaire. Elle réfléchit la lumière parce que sa surface est couverte de glace, une glace qui reste propre, parce que sur une grande partie de la surface, elle est renouvelée régulièrement par des éruptions de cryovolcans, comme ceux dont on a parlé auparavant. On pense que Encelade a des océans liquides sous la surface. Et c'est une autre lune dont on pense qu'elle pourrait avoir un ensemble de conditions favorables à la vie sous-marine, dans les profondeurs sombres, cachées sous sa surface glacée. Mais comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on estime de quoi ces lunes si distantes peuvent être faites? Certaines ont été approchées par des sondes, mais on n'y est jamais allé pour y prélever des échantillons. Alors comment faire? En croisant différentes méthodes. Une première, c'est de déduire la composition d'un corps de l'information que nous donne sa taille et sa masse. La taille, on peut l'observer, et la masse, on peut la déduire de l'influence qu'il a sur les autres corps à travers la gravitation. Ce sont des calculs complexes, parce qu'ils doivent intégrer de nombreux corps avec leurs interactions respectives et certaines inconnues. Mais ça fait des siècles que les astronomes et les mathématiciens travaillent sur ces questions de mécanique céleste. Avec une estimation de la taille et de la masse d'un corps, on peut commencer à déduire sa composition.
Par exemple, si il est très dense, très massif pour sa taille, ça suggère qu'il doit contenir des éléments lourds, comme du métal, probablement du fer. Alors que si la masse est limitée, légère par rapport à la taille, ça oriente sur des composants plus légers comme des glaces ou des roches. Ensuite, il y a une deuxième batterie d'informations qui vient de la spectroscopie. Les différents éléments ont différentes signatures, ils émettent différentes ondes, avec des instruments qui analysent où elles se situent sur le spectre électromagnétique. Les ondes de ces corps très éloignés peuvent révéler beaucoup d'informations sur ce dont ils sont faits. Là encore, ça n'est pas la solution à toutes les questions, parce que surtout quand ils sont loin, les signaux sont assez ténus, mélangés à d'autres. Mais c'est quand même une source d'information précieuse, là encore. Encore une autre méthode, une autre source d'information, c'est de recouper cette information de la spectroscopie, ou ce que nous disent la taille et la masse, avec ce qu'on sait de leur formation. On sait par exemple que les éléments les plus lourds ont tendance à migrer vers le centre, vers le noyau d'une planète ou d'une lune, alors que les éléments plus légers vont avoir tendance à rester plus proches de sa surface. On sait aussi que certaines conditions de pression ou de température mettent les éléments dans tel ou tel état, solide, liquide, gazeux ou d'autres états. Je vous parlerai de l'hydrogène métallique, par exemple, quand on plongera dans Saturne. Donc avec toutes ces données, l'interprétation que différentes disciplines qui apportent à l'astronomie peuvent donner, physique, chimie, mathématiques, géologie, optique, spectroscopie, on arrive à établir des hypothèses relativement solides sur ce dont les planètes ou les corps célestes en général sont faits, et sur leur structure interne, même sans jamais y être allé. Mais bien sûr, ça reste des théories, sujettes à des réévaluations dans le futur. Des réévaluations liées à de nouvelles informations. En astronomie, on en a vu énormément par le passé, et il est probable qu'il continuera à y en avoir. Alors, puisqu'on a visité quelques lunes de Saturne, parlons un peu de ces anneaux maintenant. Les 4 lunes qu'on a rapidement examinées sont situées assez loin de Saturne, plus loin que les anneaux visibles. Mais comme vous le savez, ces anneaux sont énormes, même par rapport à la planète elle-même. Et en fait, ils sont même bien plus grands que ce que les images de Saturne indiquent, que ce qu'on voit sur les photos ou les vues d'artistes. Les anneaux qu'on aperçoit, c'est seulement la partie la plus dense, la plus visible de ces anneaux. En réalité, ils s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres de plus que le rayon de la planète. Ces anneaux sont aussi incroyablement fins par rapport à leur taille. Leur épaisseur varie d'à peu près 1 kilomètre au maximum, jusqu'à seulement une dizaine de mètres à certains endroits. Proportionnellement à leur surface, c'est beaucoup moins que l'épaisseur d'une feuille de papier standard. Ils sont vraiment incroyablement fins. Mais on les voit si bien, en tout cas la partie des anneaux la plus proche de la planète, parce qu'ils sont aussi très brillants, très réfléchissants. En fait, ils se composent presque exclusivement de glace d'eau, avec un peu de poussière, mais à peine, moins de 0,1%. Les principaux anneaux sont faits de milliards et de milliards de petits morceaux de glace. Les plus grands mesurent seulement quelques mètres, et ils sont tous autant de petits satellites qui tournent autour de la planète ensemble. La glace est suffisamment propre, sans poussière, pour refléter la lumière du soleil, d'où la luminosité de ces anneaux.
Au total, ils sont tellement fins qu'ils ne contiennent pas tant de glace que ça. On a estimé la masse des anneaux, et au total, ils comprennent moins de glace que la calotte polaire de l'Antarctique, sur Terre. C'est comme si on prenait la couche de glace du pôle sud, sur Terre, et qu'on l'étendait sur une surface égale à plus de 80 fois la surface de la Terre. Ça donne une idée de la finesse et de la délicatesse de ces anneaux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils existent? D'où viennent ces anneaux? Et pourquoi Saturne en a d'aussi visibles et d'aussi grands, et pas d'autres planètes? Historiquement, l'hypothèse qui était faite, c'était que les anneaux dataient de la formation de la planète. Et donc ils étaient très anciens, vieux de plusieurs milliards d'années. Cette hypothèse reposait plus sur l'absence de connaissances que sur des mesures ou sur une théorie bien établie. Et elle a été battue en brèche quand le vaisseau Cassini a exploré les anneaux de Saturne. On s'est rendu compte qu'ils étaient bien moins massifs qu'on ne le pensait auparavant, et aussi que régulièrement, ils perdaient de leur matière, qui tombait vers Saturne. Si les anneaux s'érodent avec le temps, peu de chances qu'ils existent encore après des milliards d'années. Un autre problème de cette hypothèse des anneaux anciens, c'est à quel point ils sont brillants. Avec le temps, ils auraient dû collecter de la poussière cosmique, se salir, si on veut, et devenir plus sombres. Mais comme je vous le disais, ils comprennent très peu de poussière, et à 99,9%, ils sont en glace d'eau. De ces observations, on a déduit que les anneaux pourraient bien être beaucoup plus jeunes, peut-être à peine 10 à 100 millions d'années, c'est-à-dire au final une petite portion de l'existence de Saturne. En observant l'érosion des anneaux, on a estimé qu'ils termineraient de disparaître dans à peu près 300 millions d'années. Tout ça ne nous dit pas comment ils sont apparus, et à ce propos, il y a deux théories principales. L'ancienne théorie, qui est maintenant un peu discréditée, c'était que les anneaux étaient des restes de la formation de Saturne, de la matière non absorbée par la planète qui aurait été satellisée au cours de sa formation. Et donc Saturne aurait toujours eu ses anneaux, ou presque toujours. Cette théorie est maintenant démodée, parce qu'elle n'explique pas pourquoi les anneaux sont en glace presque pure. Elle ne prend pas l'érosion naturelle des anneaux en compte, parce qu'on ne la connaissait pas. Donc elle n'est pas très satisfaisante. La deuxième théorie, qui est maintenant dominante, sous différentes variantes, c'est que la matière des anneaux provient d'une ancienne lune de Saturne. Une lune de glace, dont l'orbite se serait dégradée, c'est-à-dire que le satellite aurait eu tendance à tomber vers Saturne, au lieu de maintenir la même distance. Et une fois suffisamment proche de la planète et de sa grande masse, l'attraction de Saturne, les forces de marée, auraient désagrégé cette lune. Avec le temps, elle aurait fini par être brisée en ces innombrables petits morceaux, restés en orbite autour de Saturne, jusqu'à ce que cette lune disparaisse complètement. Une alternative à cette théorie, c'est que ce serait une collision, et non les forces de marée, qui auraient désagrégé cette lune, aboutissant au même résultat, la formation d'anneaux, avec les débris qui se seraient éparpillés de façon à peu près homogène autour de Saturne. Cette explication d'une lune détruite, quelle qu'en soit la cause, expliquerait assez bien la petite quantité de matière qui forme les anneaux. Vous vous souvenez qu'ils contiennent moins de glace que la calotte glaciaire du pôle sud, sur Terre. Par contre, ce qui est moins convaincant, c'est la composition des anneaux. Il aurait fallu une lune composée exclusivement de glace d'eau, et on ne connaît pas d'exemple de lune entièrement en glace.
dans le système solaire. La glace peut être abondante sur certaines lunes, on l'a vu. Il y a aussi des blocs de glace qui flottent dans le système solaire. Mais une lune entière en glace, on n'a jamais vu ça. Et on ne s'explique pas très bien comment elle pourrait se former. Même les lunes les plus riches en glace ont du roc. Par exemple, Encelade, dont on a parlé avant, très riche en glace, a quand même 20% de roc. Alors, si une lune a été désagrégée à proximité de Saturne, pourquoi la glace serait restée en orbite alors que le roc ou le métal disparaissait? Mystère. D'où une autre variante de la théorie. Ça ne serait pas une lune entière qui aurait été détruite pour créer les anneaux, mais plutôt le manteau de glace d'une lune plus grande, peut-être de la taille de Titan. Une lune de ce type aurait vu son orbite se dégrader, son manteau de glace aurait été arraché et éparpillé par la gravité de Saturne et les forces de marée qu'elle causait, alors que le reste de la Lune aurait été avalé par la planète, laissant seulement la glace en orbite. Cette variante de la théorie paraît meilleure pour expliquer les observations. Mais tout ça reste théorique, et même si la meilleure explication est probablement la destruction d'un satellite pour former les anneaux, on ne sait pas exactement comment ni quand c'est arrivé. Maintenant, comme vous avez pu le voir sur les images de Saturne, les anneaux ne sont pas uniformes. Ils ont des divisions et des stries, des lignes plus ou moins brillantes, avec des zones complètement sombres. Les anneaux sont multiples. Alors pour cartographier ces anneaux, on a établi des subdivisions à partir de leur apparence et de leur distance à Saturne. On leur a donné des lettres. Lettres qui sont un peu dans le désordre parce que les anneaux ont été découverts à différentes périodes. L'anneau le plus proche de Saturne est appelé l'anneau D. Son existence a été confirmée seulement en 1979 par une sonde, Pioneer 2, parce qu'il est peu visible. Ensuite, il y a les anneaux C, B, A, avec des divisions internes à chacun d'entre eux, et après ça passe au F. Mais peu importe les lettres, ces divisions reflètent des différentes caractéristiques, leur épaisseur, leur densité en particules et en morceaux de glace qui les rendent plus ou moins brillants. Mais puisqu'on est maintenant tout près, poussons jusqu'à Saturne elle-même. On a vu qu'elle était presque aussi grosse que Jupiter, avec un peu moins d'un tiers de sa masse, et que la raison était cet équilibre entre gravité et force de pression, l'équilibre hydrostatique, avec les forces qui jouent en sens inverse. Et donc, même si elle est seulement un peu plus grande, Jupiter est bien plus dense que Saturne. La matière y est plus fortement comprimée. Mais si on laisse de côté la différence de densité et de masse, sur le plan de la chimie, les deux planètes sont presque identiques. Deux géantes gazeuses, dont on pense qu'elles ont un noyau métallique et rocheux qui a servi de point d'ancrage à d'immenses quantités de gaz agrégés par la gravité. On parle de géantes gazeuses parce que les principaux composants sont de l'hydrogène et de l'hélium. Et en ça, ces planètes reflètent assez bien la composition du nuage nébulaire à partir duquel le système solaire s'est formé. On pense qu'il consistait essentiellement en hydrogène, dans une moindre mesure en hélium, avec les autres éléments présents en petite quantité, proportionnellement. Mais comme je vous l'ai dit, quand on a visité Jupiter, il ne faut pas imaginer Saturne comme étant un gros nuage de gaz. C'est une planète qui devient très dense à mesure qu'on s'enfonce dans ses couches de gaz, de plus en plus compressées.
Autour du noyau, on pense qu'il y a une couche d'hydrogène métallique, c'est-à-dire de l'hydrogène tellement comprimé qu'il va au-delà de l'état liquide. On appelle cet état métallique parce que comme les métaux, il devient capable de conduire l'électricité. Vous pouvez écouter la croisière spatiale sur Jupiter pour plus de détails sur cet état de la matière et sur la structure interne des géantes de gaz. Au-dessus de cette couche d'hydrogène métallique, on trouverait de l'hydrogène liquide et de l'hélium liquide. Et seulement au-dessus de ça, commenceraient les couches de ces deux éléments à l'état gazeux. Donc, de grandes parties de Saturne sont en fait plus denses que n'importe quelle partie de la Terre. Et au total, la planète a 95 fois la masse de la Terre. À titre de comparaison, Jupiter, c'est 300 fois la masse de la Terre. Mais comme de grandes couches de gaz de Saturne sont assez peu denses, en moyenne, la planète a une densité qui est moins grande que celle de l'eau, environ 30% moins dense que l'eau liquide qu'on a sur Terre. Donc, toujours en moyenne, on pourrait dire que c'est une planète assez légère par rapport à l'espace qu'elle occupe. Elle n'est pas non plus formée exclusivement d'hydrogène et d'hélium. On a dit qu'elle avait probablement ce noyau métallique, et aussi dans ses couches de gaz, on trouve d'autres éléments. Par exemple, il y a des cristaux d'ammoniac dans sa haute atmosphère, et c'est ça qui lui donnerait cette teinte un peu jaune en lumière naturelle. Sinon, la planète présente une image assez uniforme. Elle a moins de couleurs et d'éléments que Jupiter. La surface est de la même couleur, avec seulement un jaune un peu plus prononcé autour de l'équateur. Ça ne se voit pas sur les images, mais sa forme n'est pas une boule parfaite. Au repos, elle le serait. Mais comme elle n'est pas très dense, en moyenne, la rotation déforme un peu la planète. La force centrifuge, entraînée par les rotations de la planète sur elle-même, écrase légèrement les pôles. Mais cette forme n'est due qu'à la rotation. Ça n'est pas un solide ellipsoïde comme Encelade qu'on a visité avant. Comme pour les autres planètes de gaz, si on approche Saturne et qu'on plonge dedans, on ne verra pas une ligne de démarcation précise, pas de surface, juste une densité croissante de gaz. Et si on continue de s'enfoncer des centaines de kilomètres à l'intérieur de la planète, ce gaz devient si dense qu'il est sous forme liquide, puis métallique, avant de laisser place à un noyau fondu d'éléments lourds, du métal, probablement en priorité du fer, et des silicates, c'est-à-dire des roches. Comme Saturne est plus loin du Soleil que les planètes qu'on a visitées jusqu'à présent, il lui faut plus de temps pour accomplir une révolution, une année saturnienne, presque 30 ans terrestres. Pendant cette lente révolution, l'aspect de Saturne depuis la Terre change un peu. On la voit depuis différents angles. À certaines périodes, comme si on était au-dessus des anneaux, et à d'autres en dessous. Ce phénomène se produit parce que les orbites des planètes autour du Soleil ne sont pas exactement sur le même plan. Elles le sont presque, mais ces orbites présentent de légères inclinations. Le plan de l'orbite de Saturne, comparé à celui de la Terre, est incliné d'un peu plus de 2 degrés. C'est pas grand-chose, et pas suffisant pour que ça se voie sur les reproductions du système solaire. Mais dans l'espace, ça peut faire des millions de kilomètres. Si on prend le plan orbital de la Terre comme référence, Saturne le croise 2 fois, tous les 30 ans, quand elle passe au-dessus et ensuite en dessous. Et c'est pour ça qu'on voit Saturne légèrement par au-dessus et ensuite par en dessous, pendant plusieurs années.
La surface de Saturne pourrait paraître très calme comparée à celle de Jupiter, qui a ses bandes nuageuses qui tournent à différentes vitesses, et aussi son point rouge, dont on pense qu'il s'agit d'une énorme tempête. Mais c'est trompeur. Dans sa haute atmosphère, Saturne a des vents parmi les plus violents du système solaire, à plus de 500 mètres par seconde. Les seuls qui vont encore plus vite sont ceux qu'on trouve sur Neptune. Pour comparer, la vitesse du son dans notre atmosphère, dans l'air de la Terre, c'est 360 mètres par seconde. Et là, on parle de 500 mètres par seconde. Donc sur Terre, ce seraient des vents supersoniques. Et à son pôle sud, Saturne a aussi une originalité. Un vortex polaire chaud, c'est-à-dire une région de gaz en rotation, qui est à peu près de la taille de la Terre. C'est autour de ce vortex qu'on trouve les vents les plus rapides de la planète. De la chaleur venue de l'intérieur de la planète y est rejetée. Il y fait quand même plutôt froid, mais la température moyenne dans l'atmosphère de Saturne a été mesurée à moins 185 degrés. Dans ce vortex, elle est de seulement moins 122 degrés, 60 degrés plus chaude, et c'est probablement cette différence de température qui produit les vents si rapides autour du vortex. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Saturne. Certaines personnes consacrent leur carrière à l'étude de cette planète. Mais il est maintenant temps de retourner sur Terre et de conclure cette croisière spatiale. Jusqu'à la prochaine. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Alors si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez en choisir une autre dans la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Ou alors, gardez les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.